Une des fibres des plus luxueuses que l'on trouve sur le marché de la fibre, du tricot, du crochet et aussi bien du tissu, c'est une fibre issue d'un animal et surtout d'un ver, c'est la soie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler fibres. J'avais dit que ce serait des vidéos légères mais j'ai décidé que j'allais parler de fibres. Donc on va parler de la soie. La soie elle a des particularités qui sont très spécifiques et comme il fait chaud c'est vraiment le moment de vous en parler parce que elle a plein de qualités quand il fait chaud, pas que quand il fait chaud, mais il faut savoir que c'est un fil qui est excessivement léger, c'est un fil qui est fluide, c'est un fil qui a une certaine thermorégulation et qui a une grande solidité. Alors, d'où vient la soie? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'on pratique? Comment on crée la soie? Quelles sont les alternatives écologiques à la soie? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un fil 100% soie? On va commencer par un petit conte. Il faut savoir que la soie est essentiellement issue d'Asie et notamment de Chine, de l'Empire chinois. Elle existe depuis très longtemps. Quand je parle de très longtemps, c'est 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une fibre qui est exploitée depuis très longtemps comme la fibre de mouton, donc ça fait partie des fils vraiment ancestraux qui sont utilisés depuis très longtemps et majoritairement elle vient de Chine, même si elle a été exploitée par ailleurs, si on en a trouvé en France, si on en a trouvé, on en trouve en Corée, au Japon et même ailleurs. Donc on va parler d'abord de son origine et je vais commencer par un petit conte qui est vraiment très présent dans la culture chinoise. C'est le conte de l'impératrice et de la soie. Alors je vais le lire parce que je ne le connais pas par cœur, mais ce sera l'occasion pour vous de raconter une petite histoire. Pour moi, de vous raconter une petite histoire. Il était une fois, dans la lointaine Chine antique, aux alentours du XXe siècle avant Jésus-Christ, une impératrice sage et curieuse nommée Lei Zhu, également connue sous le nom de Xi Lingxi. Elle régnait avec grâce et bienveillance sur un royaume riche en traditions et merveilles. L'impératrice Lei Zhu était une amoureuse de la nature. Elle passait souvent ses journées dans les jardins luxuriants de la cour impériale à observer les merveilles de la faune et de la flore. Un matin, alors qu'elle dégustait tranquillement une tasse de thé parfumée dans son jardin secret, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une petite créature tissa un cocon dans les branches d'un mûrier blanc, tout près de l'impératrice. Les fils qu'elle tissait étaient délicats et mystérieux, et ils semblaient briller sous le doux soleil matinal. L'impératrice Lei Zhu était fascinée par ce spectacle. Elle observa attentivement, captivée par la façon dont les fils se déroulaient en douceur, formant un magnifique petit cocon. C'est à ce moment-là, alors que l'impératrice continuait à siroter son thé, qu'un événement extraordinaire se produisit. Un cocon parfait, suspendu par une simple brindille, tomba doucement dans la tasse à tasse de thé chaude. Les fils de soie commencèrent à se dérouler, s'enroulant ensuite autour de la cuillère en argent qu'elle tenait délicatement. L'impératrice découvrit alors une nouvelle merveille, la soie. Intriguée par cette découverte inattendue, l'impératrice entreprit de comprendre le mystère de ces fils magiques. Elle se lança dans des expérimentations, cherchant à percer le secret de leur fabrication. Après de nombreuses tentatives et d'innombrables heures de recherche, elle réussit à développer la technique du dévidage des cocons et la fabrication du fil de soie. Cette légende, bien qu'il puisse avoir un caractère mythique, est profondément ancrée dans la culture chinoise. Elle démontre vraiment à quel point la soie était très importante dans la vie de l'Empire chinois et le rôle de clé de cette impératrice, Lei Zhu, dans la préservation et le développement de cette technique textile. L'histoire de la soie, elle est plus complexe que ce que je viens de vous raconter. L'histoire de la soie, on pense qu'on a retrouvé des traces dans des villes du Pakistan en moins de 1900 ou 2700, donc dans la vallée de l'Indus, où on pense qu'il y a eu déjà production et travail de la soie à cette époque. Il n'empêche quand même que la découverte, l'innovation, les recherches autour de la soie, c'est quelque chose qui appartient à la Chine et qui pendant très longtemps a appartenu à la Chine. D'ailleurs, la princesse Lei Zhu a réellement existé, elle a permis l'expansion de ce
ces textiles et de cette production. Et ça a été une des manières de travailler le textile qui a été les plus sophistiquées dans l'Antiquité. Donc, cette soie, elle ne pouvait pas sortir du territoire. Du moins, le producteur de soie ne pouvait pas sortir du territoire. Donc, le ver à soie et les œufs de ver à soie ne pouvaient pas sortir de Chine au risque de se faire exécuter, parce que c'était un crime de sortir les vers à soie comme le mérinos et ce genre de choses. Donc, ils gardaient, c'était une chasse gardée, parce que c'était un trésor national et ça rapportait énormément d'argent à la Chine. Donc, ils exportaient les soieries, mais par contre, hors de question de faire sortir les vers à soie, la soie et la technique. Alors, évidemment, les techniques ont été diffusées par l'intermédiaire de moines, par l'intermédiaire d'espions, mais ça n'empêche que ça restait quand même assez confidentiel. La soie, elle n'a atteint l'Europe, et en fait, elle a commencé par l'Empire romain d'Orient, pas d'Occident, elle a commencé par l'Empire romain d'Orient, qui a aussi été chasse-gardée pendant très longtemps, en fait. Ça a été de l'Empire romain d'Orient, où il gardait le monopole sur la production de soie avec la Chine. Ce n'est vraiment que vers le XIIIe siècle qu'on a vu vraiment commencer à avoir de la production de soie sur le territoire européen, notamment en France et à Lyon avec ce qu'on appelle la fabrique, où on a eu une industrialisation de la production de soie et où le savoir-faire a été développé au niveau européen. Donc la soie pendant très longtemps est restée chasse gardée des Chinois. Elle reste encore chasse gardée des Chinois parce que la soie a perdu énormément de sa splendeur avec l'arrivée des soies artificielles telles que la viscose, la rayonne et ce genre de choses. Et donc, les gros producteurs de soie actuels sont les Chinois. On n'a plus de sériculture réellement en France. On n'a plus de sériculture ailleurs qu'en Chine, au Japon, en Corée. Donc, ça reste encore très chasse-gardé. Il est très difficile de trouver de la soie qui est issue d'Europe. Elle est produite surtout en Chine. Donc, actuellement, la soie que vous trouvez dans vos fils à tricoter sont des soies qui sont en général produites en Asie. Comment est fabriquée la soie? Qu'est-ce que la soie? La soie, c'est la production d'un ver. C'est une fibre protéique qui est produite par un papillon ou par une araignée, parce qu'on a de la soie d'araignée aussi. Mais dans l'industrie, c'est de la soie de papillon qu'on utilise. Et cette protéine de soie sont des longues macromolécules qui sont structurelles, composées d'acides aminés. Ces acides aminés sont l'analine, la glycine et la sérine. Donc c'est la répétition de ces acides aminés qui font une fibre, qui font la fibre de soie, qui est une fibre hydrophobe. Elle est produite par l'animal en fil unique, donc il n'y a pas de cassure dans cette soie, et elle forme un cocon pour que l'animal puisse, dans le cas du papillon, passer du stade larve au stade chrysalide, au stade papillon. Dans le cas de l'araignée, ça lui sert à tisser ses toiles. Alors il existe du fil d'araignée, mais je peux vous dire que je pense que ça reste très luxueux. Je ne sais plus quel créateur de mode avait créé une robe en fil d'araignée, mais ça existe, mais majoritairement sur le terrain, ce qu'on a, c'est de la soie. Alors, comment ça se fabrique? Depuis très longtemps, on fabrique la soie de la même manière. Donc, ce qu'on fait, c'est que comme la soie est prévue pour résister à l'imprévisibilité de la nature, donc quand il pleut, elle va résister, au vent, etc. Donc le fil de soie est quelque chose de très 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 solide, parce que le but c'est quand même de protéger l'animal, la larve, pendant son évolution, elle est fragile, et donc le but c'est vraiment de faire un cocon solide qui résiste à beaucoup de choses. Une des manières d'exploiter cette fibre, c'est de la faire tremper dans l'eau chaude et d'en dévider doucement le fil en un seul brin. Alors il y a des industries, notamment, je pense que c'est à Grignan, où vous pouvez voir comment on faisait pour produire la soie. Donc on n'attend pas que l'animal l'animal sorte en fait. Donc on n'attend pas que le papillon arrive à maturité pour pouvoir utiliser de la soie. Et la manière traditionnelle de faire de la soie, c'est on plonge les cocons dans de l'eau bouillante. Donc on tue le ver, le papillon avant qu'il ne soit, le papillon, le ver, la larve avant qu'elle ne soit devenue papillon, et on en dévide le cocon qui est devenu la soie. On a donc un fil très très fin, très très long, et on le retord en 2, 3, 10, 20 fois, ça dépend un peu de ce qu'on veut obtenir. Donc ça, c'est la manière historique et encore actuelle de fabriquer cette soie. Il y a d'autres types de soie. Il n'y a pas que la soie, cette soie-ci dont je vous parle, c'est la soie de Bombyx du Mûrier, qui est une sorte de papillon qui produit cette soie. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver traditionnellement sur le marché. Quand on parle de soie, on trouve souvent de la soie de Bombyx de Mûrier. Donc Bombyx,
c'est le papillon, et mulberry, ça va être en anglais par exemple, le mûrier. Donc cette soie-là, c'est la soie qu'on trouve majoritairement sur le marché. Vous allez trouver ça beaucoup, beaucoup dans dans tous les textiles, à peu de choses près, ça va être cette soie-là. Il y a d'autres manières de produire de la soie. Bon, il y a toutes les soies artificielles, mais je ne vais pas en parler, j'en ai parlé dans la vidéo sur les fibres synthétiques et les fibres végétales, parce qu'on peut faire une soie, quelque chose qui ressemble à de la soie à partir de pâte de bois. Donc on a viscose, tencel, lyocell, etc., etc. Mais on peut aussi avoir une soie issue de l'animal et qui ne provoque moins de maltraitance. Parce qu'il faut savoir que la soie, non seulement elle a un impact sur l'animal, parce qu'elle tue l'animal, mais aussi elle a un impact écologique certain. Donc on a maintenant des méthodes un peu moins maltraitantes vis-à-vis de l'animal pour produire ces soies-là. On a, quand je parle de soie de mûrier, on a donc ce qu'on appelle la soie Ahimsa, et pas Ashima, j'ai dû vérifier le nom, c'est pour ça que vous avez une petite coupure. La soie Ahimsa, c'est une soie qui est produite à partir d'un cocon de ver à soie qui a été transpercé. Donc on laisse l'animal arriver à maturité, on le laisse sortir de son cocon et on récupère les cocons une fois qu'ils ont été sortis. Alors, on n'a plus une fibre intacte, ça fait une fibre un peu moins parfaite, mais ça permet d'avoir une fibre qui est de la soie, mais on récupère ça d'un animal qui est moins abîmés. Il faut savoir quand même que les vers du Bombix sont quand même des animaux qui ne savent pas, qui sont atrophiés et donc qui ne savent quasiment pas voler. Donc à force de génétiquement modifier cet animal-là, on en est arrivé à un animal qui ne sait pas faire grand-chose d'autre que de se reproduire et de se nourrir de ce qu'on lui donne et de produire des vers à soie. Donc c'est encore malgré tout quand même quelque chose qui n'est pas anecdotique au niveau de la maltraitance animale. On ne le tue plus, mais il faut savoir quand même que ça a quand même un impact. Alors, il faut réfléchir. Est-ce que utiliser du lyocell, ça n'a pas non plus un impact? Tous les choix que l'on fait dans le niveau textile ont tous un impact. Il n'y a pas d'impact neutre, quel que soit le choix que l'on fait. Quand on décide de ne pas utiliser de fibres animales, on a un impact malgré tout, parce que la production, même de lin, de chanvre, elle a un impact. Toute production humaine a un impact. Donc ça, c'est une considération à prendre en compte quand on choisit de dire, ben moi je veux de la soie, moi je veux une soie artificielle ou ce genre de choses. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mien, pas de moins bien. Ce qui est important, c'est de penser à comment c'est produit, quel impact on a. Bien entendu, si on produit tout en soie, ça va être problématique. Maintenant, ce sont des fibres qui ont une importance, qui ont des caractéristiques telles qu'elles sont très intéressantes. C'est comme le mohair, c'est la même chose, c'est comme le mouton, c'est comme l'alpaga et ce genre de choses. Il faut réfléchir auparavant à pourquoi est-ce qu'on utilise de la soie et dans quelles conditions on utilise de la soie. Donc ici j'ai parlé du Bombix du Mérier. Maintenant il faut savoir qu'il y a un autre type de soie qui est la soie tussa. Et la soie tussa en fait c'est une soie, c'est ce qu'on appelle la soie sauvage. Et donc ce sont des vers qui ne sont pas des vers du Bombix du Mûrier, qui sont dans la nature et donc forcément, comme on ne les a pas domestiqués, comme le ver à soie, le Bombix, on récupère juste les cocons quand le papillon est sorti du cocon et on a ce qu'on appelle la soie sauvage. Ça va avoir un aspect moins blanc parce qu'il faut savoir que la soie de Bombix, elle est blanche. La soie de tussa, elle n'est pas blanche. Elle va être légèrement écrue beige très clair, ça dépend un petit peu, et elle va être un peu plus irrégulière. Donc vous allez avoir pas le même rendu au niveau de la soie de Bombix de Mûrier qu'avec de la soie tussa. Personnellement, je préfère la soie tussa parce que je trouve qu'elle a un peu plus de caractère en soi, dans le sens où il y a des irrégularités dans le fil, elle n'a pas du tout le même toucher, vous avez pas le même, ça ne crisse pas de la même manière, ça crisse la soie, hein, et donc vous allez avoir quelque chose de différent. J'aime bien la soie, mais je préfère la soie tussa. Donc c'est ce qu'on appelle la soie sauvage dans le textile, dans le tissu. Ça va être issu de ce ver qui produit la soie tussa. Outre la soie tussa, il existe aussi la soie mura et la soie eri. Je n'en ai jamais vu sur le marché. Je pense que ça reste quand même très confidentiel. Ce que vous allez trouver majoritairement, notamment dans les fils à tricoter ou les fils à crocheter, ça va être de la soie de Bombix, donc de la soie Mulberry Silk.
Et quand c'est pas mentionné, c'est de la Mulberry Silk, sinon on met Tussa Silk, et là vous savez qu'en fait ce sont des vers qui sont utilisés et qui vivent non domestiqués, donc on récupère juste les cocons après qu'ils aient éclos dans la nature. Alors elle va être plus chère forcément puisque la méthode de production n'est pas contrôlée, donc forcément ça va être plus compliqué. N'empêche quand même que l'on récupère le fil de la même manière que lorsqu'on fait avec du fil de Bombix, c'est-à-dire que on va devoir plonger ça dans l'eau chaude et vider le cocon pour pouvoir récupérer le fil. Alors évidemment, comme le verre a fendu le cocon, eh bien, le fil ne va pas être continu, mais ça n'empêche quand même qu'on va avoir un fil intéressant et on aura un fil plus irrégulier, avec moins de brillance, mais c'est pas grave en fait. En soi, c'est intéressant aussi d'avoir un fil différent, mais on a une légère différence au niveau de la solidité, on a une légère différence au niveau de la brillance, mais on est quand même dans de la soie et pas dans de l'alpaga ou du cachemire ou ce genre de choses. Donc on garde les mêmes propriétés, même si l'une est un peu plus fragile que l'autre. Caractéristiques de la soie. La soie, elle est douce, tout le monde le sait. Quand on parle de soie, on pense douceur. Alors elle est douce pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez ici une vision microscopique, la soie, elle n'a pas d'écailles, contrairement à la laine de mouton ou même l'alpaga ou ce genre de choses. Alors les écailles sont plus ou moins importantes, sont plus ou moins grosses, le fil est plus ou moins gros en fonction des races d'animaux. Quand on parle de cachemire, on est dans le très fin. Quand on parle de Wensleydale, on va être dans le plus épais. Donc, on a ça qui joue, mais on a aussi le fait qu'il y a des écailles. Donc, un fil comme de la soie n'a pas d'écailles. Pourquoi? Parce que pas besoin d'écailles. Ce fil, c'est fait pour être résistant. Donc, la soie, elle a une énorme résistance. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la soie est faite pour lutter contre la nature et son imprévisibilité. La soie, pour le ver à soie, c'est quoi? Ben, ça permet de protéger la larve. Et dans le cas de l'araignée, ça permet d'attraper des proies, et quelquefois des grosses proies, parce qu'une araignée, elle met du temps à tisser sa toile, elle met une sorte de glu dessus, et elle veut que sa toile ne soit pas déchirée à chaque fois. Alors ça arrive qu'elle soit déchirée, mais quand vous touchez une toile d'araignée, vous voyez à quel point c'est solide. C'est la même chose pour la soie de mûrier, de Bombix du mûrier, pour la soie de Tussa, ce sont vraiment des fils qui sont faits pour résister. Donc on a une résistance certaine à la soie, on a une douceur certaine à la soie. Et puis la soie, ceci c'est de la soie, regardez, c'est terriblement fluide, c'est très fluide, très léger. Donc la soie, elle respire énormément. C'est pour ça que c'est intéressant de la tricoter en été. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui respire. C'est une fibre qui respire et qui vous permet d'avoir une très bonne thermorégulation. Donc, vous aurez chaud en hiver, vous aurez frais en été. Porter de la soie, c'est vraiment quelque chose de très agréable, surtout quand il fait très chaud. C'est un fil qui a de l'élasticité, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que vous pouvez tirer dessus, mais ça n'a pas de mémoire. Donc, quand vous bloquez une pièce en soie, si vous faites de la dentelle, ça va peut-être se rétrécir un tout petit peu, mais très peu. Ça garde beaucoup, beaucoup, beaucoup le blocage. Donc, quand on pense modèle en soie, il ne faut pas penser pull près du corps parce que sinon ça ne va pas tenir et ça va, à partir d'un certain moment, ça va se laisser aller. Ou alors il faut vraiment tricoter en aisance négative et quelque chose près du corps. Mais sinon, c'est plus destiné à des pièces qui sont fluides plutôt que des pièces où il y a un travail certain de texture, comme des torsades par exemple. On aura quelque chose de beaucoup plus joli avec un top tout simplement en jersey ou de la dentelle ou ce genre de choses. Alors, il y a une certaine dose d'extensibilité, mais ça reste quand même très limité. La soie, elle a une très grande absorption. Elle absorbe pas mal l'eau. Donc, elle va avoir, c'est important dans la thermorégulation, j'en ai déjà parlé, le fait que ça absorbe de l'eau fait que quand vous transpirez, eh bien, vous aurez une absorption de l'eau, vous aurez moins l'impression d'être trempé. Pensez un peu, quand il fait très humide, à quel point c'est très désagréable. Eh bien voilà, quand vous avez de la soie sur vous, ça absorbe cette humidité. Attention, le fait que la soie absorbe de l'humidité, alors on est dans les 11%, j'ai mes bons souvenirs, la laine on est dans les 30%, fragilise la fibre. Donc quand vous lavez la soie, il faut faire attention. Ça ne feutre pas, par contre c'est plus fragile, le fait qu'elle soit humide soit beaucoup plus fragile. On ne lave pas la soie avec n'importe quoi, vous ne lavez pas la soie avec de la lanoline, il faut vraiment faire attention à la lessive que vous allez utiliser, vous ne mettez pas ça en machine n'importe comment, enfin voilà, ça reste un produit fragile, surtout quand il est mouillé, donc, et un produit précieux, donc faites attention quand vous le lavez, et encore une fois, les tricots, on ne les lave pas tous les
toutes les fois, ça respire. Donc comme ça respire, ça ne permet pas le développement bactérien, donc c'est aussi antibactérien. En plus, c'est excessivement très agréable à porter, ça se sent très peu parce qu'il y a peu de microns. Les personnes qui ont des problèmes de peau peuvent le porter facilement, c'est vraiment un tissu qui est vraiment très agréable, la soie. Voilà, je vous ai fait un petit topo sur ce que c'est que la soie. Je ne suis pas en rentrée fortement dans les détails, nous sommes encore en vacances, n'oublions pas. Mais voilà un tissu et une fibre qui est intéressante à tricoter. Alors vous pouvez l'utiliser tel quel, 100% soie, en sachant pertinemment bien qu'il faudra choisir judicieusement votre modèle. Maintenant, il existe plein de fibres qui sont mélangées avec la soie. Pensons mérinos et soie, par exemple. Mérinos et soie, on a la chaleur du mérinos, la fluidité de la soie. Alors, je rappelle quand même qu'en fonction du pourcentage de présence des matières, donc si on est sur du 10% de soie, 90% mérinos par exemple, on va plutôt avoir les caractéristiques de la laine plutôt que de la soie. Par contre, si on en arrive à du 50-50, on va avoir cette chaleur de mérinos, mais on va avoir un très joli tombé. Donc là, encore une fois, si vous choisissez mérinos et soie, attention de ne pas prendre un modèle qui vous colle au corps, ou alors prendre une aisance négative, parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui va s'étendre. C'est logique. Donc vous allez de toute façon devoir faire un échantillon, parce que ça va s'étendre, parce que vous avez beaucoup de fluidité. Moi, mérinos et soie, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait à un temps. J'en tricote beaucoup moins maintenant, mais fut un temps, ça me plaisait énormément, surtout pour les châles en dentelle. J'aimais beaucoup la chaleur du mérinos et le tombé, la fluidité de la soie. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilisais beaucoup. Maintenant, on a autre chose qui contient pas mal de soie. C'est le mohair et soie. Pourquoi? Parce qu'on a le mohair, mais on a ce mohair qui est filé sur un corps de soie. Et ce cœur de soie apporte une solidité certaine au fil, parce que ce fil est enroulé autour du cœur de mohair, ce qui donne cet effet très fluffy au mohair et soie que l'on connaît qui est en dentelle, tout en apportant de la solidité. Quand vous essayez de casser un fil de mohair et soie, vous n'y arrivez pas du premier coup. Et ça, c'est dû au fait du cœur de la soie qui est une fibre très longue et qui donc casse pas facilement. J'en ai parlé d'ailleurs, un des bons moyens de renforcer des talons de chaussettes, utilisez de la soie, utilisez un mohair et soie. Donc vous allez avoir quelque chose qui va renforcer vos talons de chaussettes, vos pointes de chaussettes, les endroits d'usure, plutôt que d'utiliser du nylon. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pensez. Mais vous pouvez partir sur de lyocell ou ce genre de choses, ça si vous ne voulez pas du tout partir sur de la soie. Mais la soie, en soi, très drôle, c'est en soi très drôle aussi, une manière de pouvoir renforcer une fibre, apporter de la douceur à une fibre, apporter de la fluidité à une fibre qui est peut-être un peu moins douce, qui est peut-être un peu moins tonique. Un cachemire qui est quand même quelque chose d'assez mou et qui est des fibres très courtes va casser facilement. Vous rajoutez un peu de soie, vous avez plus de solidité. Donc, la soie, elle est très intéressante en tant que telle, mais elle est aussi intéressante dans des mélanges. Je vais faire un petit topo de quelques patrons, pas grand-chose, en soie, pour que vous ayez une idée de quoi, par exemple, vers quoi vous orienter quand vous avez envie de choisir un modèle qui ne se fasse qu'en soie. Alors j'ai choisi 5 modèles, il y en aura bien d'autres, mais je n'ai pas voulu faire une vidéo à rallonge. Ces 5 modèles sont des modèles qui sont des modèles plutôt d'été ou de châle. Alors vous pouvez tout à fait envisager de partir sur de la pure soie dans un modèle qui est plutôt un modèle d'hiver, pourquoi pas, ou un mélange mérinos et soie. Moi, un modèle dont je parle souvent quand je parle de soie qui est vraiment très bien en soie, c'est le Itofude. Ce modèle-ci, je ne vais pas en parler plus que ça parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le Japon, le Itofude fonctionne très bien en soie. Et soit. On va parler d'autres modèles, pour ne pas parler toujours des mêmes. Je vais parler par exemple de Roman Holiday, qui est un patron de top fait par Sari Nordlund. C'est un patron qui est tricoté en pure soie, Knitting for Olive pure silk. Et donc ce fil-là, vous avez un top qui est très joli, j'adore l'encolure dans le dos, franchement, je le trouve très bien travaillé. Il est très simple, mais très bien travaillé dans le dos. Vous pouvez utiliser ça vous avez quelque chose de très léger à porter sur la peau. On a un fil Dickey, 21 mailles au 25 rangs, tricoté en 3,25 et en 3,75. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles différentes. Et il faut entre 750 et 1250 mètres. Ça, c'est tout à fait le genre de petite pièce qui peut tout à fait convenir avec une pure soie ou un mérinos et soie, par exemple, ou que sais-je et soie, pourquoi pas, en n'oubliant pas quand même qu'en ajoutant une autre fibre, il y a un changement au niveau des caractéristiques. Le patron est au prix de 5,30 €, TVA belge.
et je pense que c'est 5,30 € quoi qu'il en soit. Elle ne calcule que sa TVA, ça ne change pas en fonction des personnes, c'est elle qui gère sa TVA. Bref, soit vous pouvez faire ça aussi sur Ravelry. Donc ce patron-ci, je l'ai dit, il est prévu en 6 tailles. Il est très très joli, moi je trouve. C'est vraiment un top distingué avec des très jolies finitions tout en ayant quelque chose de très simple. Il n'y a pas de dentelle, mais on a ce top qui n'est pas complètement collé au corps, qui permet d'avoir une certaine fluidité et ça permet de pouvoir avoir quelque chose d'aéré. Autre patron en soie, celui-ci, c'est le Valentine. Celui-ci, je l'ai fait avec de la Powder Silk de Barth Francis, qui est un fil dentelle, 800 mètres, non, 700 mètres au 100 grammes. Donc, ici, c'est une taille M, il m'a fallu un peu plus d'un écheveau, mais quand vous faites la taille XS ou la taille S, vous pouvez tout à fait utiliser un seul écheveau pour pouvoir le faire. Ce patron, je l'ai prévu dans je ne sais plus combien, 8 tailles, il me semble, parce qu'il porte avec une certaine aisance. Donc vous avez un fil dentelle et vous voyez que vous avez un résultat très 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 fluide. C'est un patron qui n'est pas ultra compliqué. La seule chose qui est compliquée, c'est que c'est un fil fin et qu'il y a un tout petit peu de dentelle et la dentelle est simple. Donc ce patron-ci, vous pouvez tout à fait partir sur de la soie, mais pourquoi pas un mélange, par exemple un bambou. J'ai un autre patron qui peut très bien fonctionner avec de la 100% soie, c'est le patron Arno Ceris qui lui, le vert, donc le petit frère de celui-ci, mais que j'ai fait en lin et bambou. Mais on a exactement le même échantillon que la Powder Silk de Barth Francis. Et vous pouvez utiliser de la soie pour faire ce top-là. C'est le même principe, c'est un empiècement circulaire avec un petit motif et une fluidité certaine pour avoir quelque chose de léger. Donc Valentine, Arno Ceris sont deux patrons que vous pouvez faire, mais vous pouvez le faire tout à fait en fibre animale si vous avez envie. Mais en soie, ça fonctionne vraiment très très bien parce que, comme je vous le dis, ça a une fluidité certaine. Tous mes patrons sont à 7,50 € hors TVA comprise, donc 9 € sur Ravelry, vous les trouvez sur mon site internet aussi, et 7 € et quelques TVA belge. Sur mon site, c'est moins cher, puisque la TVA est à 5,5 pour la France, donc forcément, ça sera moins cher, mais vous pouvez l'acheter sur Ravelry aussi, de toute façon. Donc ce patron-ci, ils sont prévus en général, je ne sais plus celui-ci, mais le Arno Ceris, il est en 9 tailles, donc toute petite taille à grande taille. Donc j'essaye de faire des patrons inclusifs que tout le monde puisse mettre. Troisième patron, c'est le Haiku de Knitting for Breakfast. Ce sont des Italiennes, deux Italiennes, Knitting for Breakfast. C'est aussi un patron dans ce style, avec un empiècement en dentelle un peu moins loose, on va dire, avec des manches un peu moins serrées, c'est plus proche du corps. Et elle a utilisé de la Knitting for Olive pure soie aussi, en fingering, donc de la fingering. Il y a aussi de la Sandnes Garantine Lin, elle a utilisé du lin, donc lin est substituable si vous ne voulez pas partir sur de la soie. Ce patron, il est prévu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tailles, 10 tailles. Donc de 78 cm à 165 cm. Il est en français, en anglais, en italien et en espagnol. Ce patron, il est au prix de 5,30 € et c'est un empiècement circulaire. Donc vous allez faire vous commencez votre empiècement, vous allez tricoter vos motifs de dentelle, vous allez séparer les manches du corps, vous allez faire le corps tout en jersey et voilà. Vogue la galère. Donc ce genre de patron est vraiment très intéressant parce qu'on a une fluidité. Alors il est un peu plus proche du corps que celui-ci, mais pourquoi pas, et on est sur un fil plus épais, mais pourquoi pas. Donc ce patron-ci aussi convient très très bien pour de la soie. Encore un patron de top, celui-ci sans manche, c'est le Willow Wisp de Woolen Pine, patron au prix de 8,95 € fingering, et encore Knitting for Olive pure soie. Je pense que Knitting for Olive pure soie est très connu pour sa soie, mais il n'y a pas que chez eux. Fut un temps, moi j'ai trouvé de la soie dans une marque japonaise, je pense que c'était Pierrot. Donc vous pouvez trouver de la soie ailleurs que chez Knitting for Olive, mais bon voilà. Ici en l'occurrence c'est de la Knitting for Olive. Elle a utilisé le fil, elle a dégaugé son fil, on est sur du 20 mailles ou 28 rangs, et elle a utilisé des aiguilles 3,75 et 3,25. C'est un joli top où vous commencez par le haut, et vous avez un empiècement tout en dentelle dans le bas. Je pense qu'il y a moyen de toute façon de le rallonger. Ce patron, il est uniquement en anglais. C'est Woolen Pine, vous savez, j'aime beaucoup ce que fait Woolen Pine. Et ce patron, il est prévu pour un tour de buste de 30 pouces jusqu'à 67,5, donc ça fait d'une taille, à mon avis, 34-32 jusqu'à une taille 60-62. Donc vous avez quand même pas mal de tailles prévues parce qu'elles sont très inclusives. Je pense qu'il y a 11 tailles, 3, 5, 3, 5, oui, il y a 11 tailles en tout, donc c'est vraiment des modèles qui sont très inclusifs.
Il est vraiment très joli. Personnellement, j'allongerai le corps, mais voilà, je le trouve très sympa ce pull-là. Il faut environ entre 290 mètres, donc je pense que c'est 2 écheveaux, parce que si j'ai bon souvenir, la Pure Silk, il y a 150 mètres. Non, oui, il y a 250 mètres pour une pelote, donc il faut 2 pelotes pour commencer, jusqu'à 686 mètres dans la plus grande taille. Donc avec 4 pelotes, vous avez largement assez pour faire votre top. Si vous voulez l'allonger, 1000 mètres, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà pour ce joli top qui s'appelle, non pas Woolen Pipe, Willow Crisp. Willow Crisp? Willow Wisp. Crisp et wisp, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est le genre de pièce qui convient très très bien pour de la soie, due à sa dentelle, parce qu'en plus, quand vous le bloquez, vous n'avez pas besoin de le bloquer 50 fois pour pouvoir avoir une dentelle qui se déploie vraiment très bien. Dernier patron, c'est un patron de châle de Boonitz. Boonitz, elle est connue pour ses châles, surtout en dentelle, et elle en a, c'est un que j'ai choisi parmi les autres parce qu'il y en a plein. Ce châle, il est tout en dentelle, il est en navy lace, c'est-à-dire que c'est pas totalement de la dentelle, mais c'est pas non plus de la fingering, on est sur du 600 mètres au 100 grammes, donc vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser ceci, hein. Il sera un tout petit peu plus petit, mais vous pouvez utiliser ceci. Donc ce patron-ci, il est au prix de 5 livres sterling, oui, 5 livres sterling, donc 6,56 €. Il fait partie d'une collection. C'est un très joli châle, il faut beaucoup de châles en croissant, donc on commence par quelques mailles et puis on augmente en faisant beaucoup de dentelle. Alors il y en a avec un peu plus de point mousse, un peu plus de jersey, très peu de dentelle, il y en a avec des perles, il y en a sans perles. C'est vraiment sa marque de fabrique, c'est les châles en dentelle. Donc ce patron, c'est un patron croissant, il faudra surtout faire attention au point, à la dentelle, surtout. Mettre des lignes de fille quand on fait de la dentelle, surtout dans cette finesse-là. Elle a utilisé des aiguilles 3,25, 3,5 et 3,75, 17 mailles au 10 cm dans le patron dentelle. Donc vous imaginez à quel point on a dégaugé. Il n'est qu'en anglais. Elle dit qu'il est facilement adaptable, c'est-à-dire qu'il y a certainement des répétitions. Elle a utilisé en tout, que je cherche combien de fils elle a utilisé. Elle a utilisé 656 yards, donc 600 mètres pour pouvoir faire ce fil. Et ce patron est au prix de 5 livres sterling 30, donc 6,56 €. Donc ça, c'est tout à fait le genre de patron que vous pouvez utiliser quand vous utilisez de la soie pour avoir un très très joli tombé. Donc vous avez ici quelques exemples de patrons que vous pouvez faire avec de la soie. Si vous avez un top, quel qu'il soit, qui vous plaît et que vous voyez qu'il y a une certaine fluidité et que ce patron n'est pas préconisé en soie, vous pouvez tout à fait vous dire je vais me lancer à faire de la soie. Un gilet qui est fluide, qui est large, vous pouvez utiliser de la soie. Un châle avec de la dentelle, vous pouvez utiliser de la soie. Même un châle en pure mousse, vous pouvez utiliser de la soie, pourquoi pas. Donc la soie, elle est polyvalente. Du moment que vous restez dans des fibres qui restent très souples, pas des fibres, des vêtements ou des accessoires qui sont souples, sinon vous n'allez pas avoir le résultat attendu, il faut le savoir, c'est que quelque chose près du corps avec plein de torsades où vous attendez à une tenue certaine, vous n'aurez pas ça avec de la soie, ça ne fait pas partie des caractéristiques de la fibre. Par contre, quelque chose de souple, quelque chose de fluide, eh bien ça fonctionne très bien et n'oubliez pas, c'est vraiment très 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 agréable à porter. En conclusion, j'ai terminé avec ma vidéo. J'espère vous parler du cachemire bientôt. Je ne sais pas quel sera le sujet prochain de la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, de toute façon, avec je ne sais pas quel sujet. Ce sera peut-être temps que je fasse un podcast bilan des vacances et qu'est-ce que j'ai tricoté pendant ces vacances, on verra, je ne sais pas, je ne suis pas encore, j'ai pas encore prévu les choses. N'oubliez pas que j'ai des événements, c'est bientôt la rentrée scolaire. J'ai des événements en septembre chez Sip & Knit, j'ai des événements en octobre, je participe au Knit, je participe au salon à Namur, à Salzine exactement, je participe au Ch'ti Bazar, il y aura probablement d'autres choses d'ici là, il y aura des patrons, il y aura des vidéos, bref, on se retrouve de toute façon toutes les semaines. En attendant, bonne fin de vacances et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. À samedi prochain.